ça c'est Dana White, le patron de l'UFC, la plus grosse organisation de MMA. Mais est-ce que vous saviez qu'il tente de s'incruster dans le monde de la boxe depuis des années? Sauf que désormais, c'est une réalité. Il débarque à pas d'éléphant dans ce nouvel univers avec son projet Zuffa Boxing. Je sais pas vous, mais personnellement, ça m'intrigue. Là où ça devient bizarre, c'est qu'à peine lancée, cette promotion fait déjà scandale. Pourquoi? Est-ce que Dana prépare un sale coup en collaboration avec l'Arabie Saoudite? Préparez-vous à explorer toutes les facettes de cette entreprise, y compris les plus sales. Zuffa Boxing, c'est quoi? Alors pour vous expliquer un peu tout ça, sachez que le monde de la boxe se prépare donc à l'arrivée d'une nouvelle force à partir de 2026, Zuffa Boxing. C'est mené par Dana White qui, après avoir dominé le monde du MMA avec l'UFC, fait un partenariat avec Turki Al-Sheikh, qui vient d'Arabie Saoudite, pour faire pareil dans le monde de la boxe. Et ça avait commencé en réalité dès l'automne 2025, tout ça, puisque le méga combat entre Canelo Alvarez et Terence Crawford était déjà organisé en partenariat avec Zuffa Boxing. Et le début de l'année 2026 devrait être un moment très important pour le groupe TKO. Alors, TKO, c'est la société mère en fait de Zuffa Boxing, mais aussi de l'UFC et de la WWE, vous savez, l'entreprise de catch. Et tout ça, aussi marqué le début d'un nouvel accord de diffusion de Zuffa Boxing avec Paramount. Alors sachez que TKO ne fait jamais les choses à moitié. Et ils vont tout donner cette fois-ci avec le premier show de Zuffa Boxing qui est prévu pour le vendredi 23 janvier 2026, la veille de l'UFC 324. Alors, Mark Shapiro, président et directeur de TKO, a déclaré « Nous prévoyons de lancer notre premier combat le 23 janvier, soit la veille de notre premier combat à l'UFC. » Donc, 2 soirées consécutives, un week-end important pour TKO, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors là, la question que vous pourriez vous poser, c'est quels boxeurs vont participer au premier événement de Zuffa Boxing? Tout ça, en tout cas, fin décembre 2025, c'est encore un mystère, puisque la promotion n'avait pas encore annoncé la moindre signature. Ce qui est certain, c'est que Zuffa va organiser en 2026, a priori, 12 galas, un par mois. Et jusqu'à 4 de ces combats seraient des méga événements du même calibre que Canelo contre Crawford, puisque Dana White essaye, de se dire, de conclure des accords avec certaines des plus grandes stars de la boxe pour tous combattre sous la bannière de Zuffa Boxing. Alors, Dana, c'est certain, c'est quelqu'un qui n'a jamais eu peur d'imprimer sa marque en quelque sorte à ses projets, et dans une interview qu'il avait faite sur CBS Sports, il avait même évoqué la possibilité de modifier la conception du ring de boxe. En gros, il a dit qu'on repart complètement de zéro et que même quelque chose d'aussi basique et fondamental que l'aspect du ring, ça pourrait être révolutionné. Il dit qu'il a eu une réunion importante à ce sujet. En tout cas, 23 janvier, Las Vegas, première diffusion non seulement de l'UFC sur Paramount+, mais lancement de Zuffa Boxing en même temps, une nouvelle ligue de boxe. Alors, donc le Shapiro a confirmé ce lancement et a dit que Zuffa, ce serait une nouvelle ligue qui va compter plus de 200 combattants et ce serait une opération avec plusieurs divisions, plusieurs catégories de poids qui fonctionneraient toute l'année pour offrir des affrontements régulièrement. En fait, ce serait le même fonctionnement que l'UFC. Alors, l'objectif ambitieux en matière d'effectifs, il est à la fois structurel mais aussi lié à l'envergure du projet. Écoutez ça, en fait, c'est carrément un écosystème que Zuffa Boxing veut construire qui sera capable déjà d'organiser plusieurs cartes de show dans différentes divisions, de créer des classements et des titres internes et, en gros, assurer la cohérence en quelque sorte des intrigues pour les audiences télé, entre les shows, pour le streaming. Bon, même fonctionnement que l'UFC pour vous résumer tout ça. Alors, ce qui est quand même à noter dans cette grande histoire, c'est qu'à la base, ça faisait plusieurs années que Dana White voulait faire Zuffa Boxing. Ça avait été mis en suspens dans un premier temps entre 2017 et 2021. Alors pourquoi? Parce que Dana White avait expliqué qu'il y avait trop de fragmentation dans le domaine de la boxe, que là, il y avait de l'incertitude par rapport à la diffusion. Mais là, plus récemment, la fusion avec TKO, le partenariat avec Paramount+, a facilité l'infrastructure pour permettre la création de Zuffa. Et sachez que cette ambition-là, de faire une organisation de boxe, Dana White en parlait dès août 2017. Rappelez-vous, c'était la période où vous aviez le méga fight de boxe entre la star de l'UFC Conor McGregor et Floyd Mayweather. Dana White avait déjà parlé de son intention de créer Zuffa Boxing, de se lancer dans la boxe, de faire un modèle centralisé, piloté par les promoteurs, tout comme l'UFC, dont il était déjà le président bien sûr,
Mais bon, à cette époque-là, malgré l'attention médiatique, le lancement de Zuffa Boxing avait été reporté à plusieurs reprises jusqu'à être carrément mis en suspens. Alors, là, une autre question qu'on se pose, tout ça c'est très bien, on comprend que c'est donc le petit bébé de Dana White, mais comment les choses vont se passer d'une perspective purement financière? Permettez-moi de revenir à notre ami Mark Shapiro, qui a souligné que TKO ne prenait aucun risque financier en s'associant à Zuffa Boxing grâce à l'investissement de l'Arabie Saoudite. Mais il a aussi ajouté qu'avec le succès, la croissance, la participation au capital de l'entreprise allait évoluer. Je le cite, « On a annoncé publiquement qu'on gagnerait environ 10 millions de dollars par combat. Je pense qu'il y a encore du potentiel, parce que notre modèle a fait ses preuves. On prend aucun risque, on perçoit des honoraires de gestion, on va créer de la valeur pour l'entreprise d'ici 2 ans. Une fois certains seuils atteints, et on est en bonne voie pour le faire, on détiendra environ 50% dans cette co-entreprise. Bon, si l'Arabie Saoudite fournit le financement, Zuffa Boxing, donc sous l'égide de TKO, gère tout le reste sur le plan commercial, y compris l'accord de diffusion avec Paramount, les contrats publicitaires, la vente de billets et bien plus encore. Alors Dana White, tout enthousiaste, a déclaré à propos de Zuffa, « Je suis ravi de proposer des événements de boxe exceptionnels à un public mondial. Des millions de fans pourront désormais suivre des combats compétitifs entre des boxeurs prometteurs et les plus grandes stars de la discipline. Paramount deviendra la plateforme de référence pour les fans de l'UFC et de boxe qui souhaitent assister aux plus grands combats dans le monde du combat. » Et dans la même logique, son camarade et partenaire Turki Al-Alchik a déclaré que ce partenariat avec Paramount renforce notre volonté de redéfinir la façon dont les téléspectateurs consomment la boxe. Un plus grand nombre d'amateurs de boxe auront désormais accès aux combats des boxeurs les plus spectaculaires du moment. On a constaté que l'engouement est bien présent. C'est l'avenir de la retransmission en direct des combats de boxe, et cela garantira la pérennité et le succès de ce sport. Tout ça, c'est beau, hein, ça fait rêver a priori. Ce serait un grand cadeau pour les fans de boxe si on écoute les créateurs de Zuffa. D'ailleurs, pourquoi Zuffa? Sachez que c'est le nom de la société que les frères Fertitta et Dana White avaient utilisé quand ils ont racheté l'UFC en 2001 pour 2 millions de dollars. Et quand on lui a demandé si ça allait bel et bien être le nom de l'entreprise, White a dit que oui. En tout cas, White a quand même dit dans la foulée que tout se déroulait à merveille pour lui, qu'il a eu une super réunion avec Netflix, qu'ils allaient collaborer. Il a dit qu'il rêvait depuis longtemps de travailler avec une entreprise capable de diffuser un combat partout dans le monde sur une seule chaîne. Et c'est devenu une réalité, avec le fameux combat entre Canelo et Crawford, qui est donc le premier combat de boxe entre les mains de Dana White en quelque sorte, avec donc 2 des plus grands boxeurs de tous les temps. C'est beau. En tout cas, donc il y a eu cet événement inaugural le 13 septembre 2025 à l'Allegiant Stadium de Las Vegas, et c'est donc une vraie révolution. White voudrait reproduire le système de l'UFC, mais dans la boxe, en partenariat avec des grandes plateformes de streaming comme Paramount, et si ça aboutit et que tout ça s'installe dans le temps, figurez-vous que ce serait la première fois depuis des décennies qu'une seule marque exerce une vraie influence sur le MMA et la boxe. Alors maintenant que ce projet Zuffa Boxing est clair pour nous tous, on peut quand même être choqué par le fait qu'il fasse polémique. Et oui, mais pour quel motif suscite-t-il la moindre indignation? Préparez-vous à le découvrir dans le prochain chapitre. Qu'est-ce qui rend ce nouveau projet de TKO porté par Dana White si sulfureux? En fait, Zuffa Boxing suscite carrément l'indignation du monde de la boxe et fait déjà polémique. Et donc le premier point qu'on va aborder concerne un certain Eddie Hearn. Alors vous savez, c'est le boss de la promotion Matchroom Boxing, et depuis l'arrivée de Dana White dans le monde de la boxe, il est probablement le principal concurrent, en tout cas celui qui critique le plus Zuffa Boxing, et voilà en gros ce qu'il reprochait à cette organisation. Il reproche d'abord à Zuffa Boxing de tenter de modifier la loi Mohamed Ali avec sa nouvelle promotion, ce qui n'a pas du tout été bien accueilli par le monde de la boxe. Et sachez que tout ça il le dit alors que, autrefois, Eddie Hearn et Dana White étaient amis, mais en gros depuis qu'ils sont devenus concurrents, c'est la guerre. Et on va en parler un peu plus tard, ne vous inquiétez pas, la loi Mohamed Ali, c'est un des éléments les plus choquants, vous allez voir. Mais Eddie Hearn a aussi dit qu'il avait appris qu'une offre avait été envoyée par Dana White et sa promotion, donc Zuffa, à un boxeur pour participer à leurs événements. Et donc, il a pu jeter un œil à ça. Et surtout, ce qui a vraiment frappé Eddie Hearn, c'est qu'il trouvait que c'était une offre ridicule, que c'était incroyable à quel point Zuffa Boxing comptait payer très peu
ces boxeurs. Dans la foulée, Eddie Hearn avait dit « Je vois pas pourquoi il faudrait modifier la loi Mohamed Ali. Cette loi existe et elle est conçue pour protéger les boxeurs. Respectons les boxeurs, protégeons-les. Je vais pas me battre avec le Congrès. Ce type Dana White est de mèche avec Donald Trump. Que voulez-vous que j'y fasse? Il n'y a pas besoin d'être un génie pour comprendre ce qu'ils essayent de faire. » En tout cas, il avait insisté en disant qu'il ne peut pas croire à quel point les salaires sont bas à Zuffa Boxing d'après ses sources. Et il trouve que c'est vraiment une indignité par rapport à ce que les boxeurs touchent habituellement. Alors, concrètement, là vous posez peut-être la question, combien d'argent gagneraient les combattants alors de Zuffa Boxing? Qu'est-ce qui est si scandaleux? Alors, il y a eu une grille de salaire qui est sortie, qui est la suivante. Les boxeurs non classés devraient percevoir 10 000 $ par combat de 10 rounds. Ce montant, il va passer à 50 000 $ par combat pour les boxeurs classés entre la 5e et la 10e place. Les boxeurs classés 3e et 4e, quant à eux, pourraient empocher environ 125 000 $ par combat. Les prétendants au titre, les plus importants encore dans la hiérarchie, pourraient empocher environ 375 000 $, alors que ce montant sera plafonné à 750 000 $ pour les champions qui défendent leur titre. Et sachez que à ce moment-là, donc quand Eddie Hearn a fait ses déclarations, on était à un peu plus d'1 mois de l'événement et on savait pas encore si ces prédictions sur le fait que personne ne voudrait bosser à Zuffa Boxing en raison de leur salaire allaient se vérifier. Il y a un autre homme, Jamel Herring, ancien champion des Super Plumes et qui a lui aussi été stupéfait par cette grille salariale de Zuffa Boxing, qui a fait des déclarations, écoutez ça. Alors, il a dit, si cette grille salariale de Zuffa Boxing est vraie, c'est hallucinant. Dana White affirme que ça va changer la boxe à jamais, mais si c'est vrai, ça va vraiment la changer de façon radicale. Est-ce qu'un grand boxeur accepterait vraiment de signer un tel contrat? Selon certaines sources, donc, il y a aussi une prime à la signature de 5 000 $, donc les boxeurs non classés 15 000, ceux classés un peu plus haut 50 000, vous avez compris, c'est tout un système un peu pyramidal, une hiérarchie. Mais ce qui plaît pas à Jamel Herring, c'est ce qu'il a dit, donc ce genre de système n'aide pas vraiment un espoir sur le long terme. Qui peut dire qu'un boxeur parviendra même à intégrer le top 10? Et imaginons qu'il y arrive enfin, qu'il subisse une défaite et qu'il retombe dans le classement. Son salaire diminue alors à nouveau, et s'il se blesse pendant ce combat, il est indisponible pendant des mois. Ce système, en fait, pénalise la prise de risque et ralentit la progression, ce qui est tout le contraire de ce dont un jeune boxeur a besoin. Eddie Hearn, encore lui, a dit que, honnêtement, aucun boxeur ambitieux ne souhaiterait se battre pour gagner la ceinture Zuffa. Et il disait à la fin, je suis désolé. Donc à ce moment-là, on se dit, mais est-ce qu'avec ces salaires-là, ils vont attirer des gros noms? Est-ce que ce système profite vraiment aux boxeurs ou est-ce que c'est un peu une grande arnaque dont les grands bénéficiaires sont en réalité les mecs de Zuffa? En tout cas, Eddie Hearn a quand même donné quelques indices sur ce qu'il en pense. Il s'agira simplement de combattants qui ont une réelle opportunité de gagner de l'argent et de faire partie de quelque chose ou de quelqu'un qui s'est vendu au sport et qui ne veut que l'argent. L'ascension de l'UFC avant, sous la direction de Zuffa d'ailleurs, c'était pas le fruit du hasard non plus. Dès cette époque, White avait imposé une expansion agressive, comme il est en train de le faire avec Zuffa, en faisant des contrats très restrictifs aux combattants, en contrôlant les droits de diffusion d'une main de fer, et en parallèle, l'UFC se présentait à l'époque, au début des années 2000, comme le summum du MMA, alors que des rivaux comme Strikeforce, Pride, avaient finalement été absorbés par l'UFC. Alors c'est vrai que si on compare dans le présent au monde de la boxe, ce dernier, il est un peu plus fragmenté. Il y a plein de promoteurs, il y a plusieurs instances dirigeantes et des diffuseurs différents aussi, ce qui fait qu'il n'y a pas une entité au-dessus qui contrôle l'ensemble du sport. Pas comme l'UFC et le MMA en gros. Cette fragmentation d'ailleurs, elle est souvent pointée du doigt comme responsable des combats annulés, des ceintures qui perdent de leur valeur, des stars qui s'éteignent avant même d'avoir atteint leur apogée. Et Dana White est le premier à critiquer la boxe depuis longtemps pour ces mêmes raisons, et il dit qu'il est l'homme capable de réparer la boxe. Mais bon, à l'image du modèle de l'UFC, ce qu'il semble vouloir proposer avec Zuffa n'est pas sans défaut. La rémunération des combattants, c'est un des sujets les plus controversés de ce sport, les athlètes n'ayant au final qu'une infime partie des revenus des meilleurs boxeurs. D'ailleurs, la rupture qui était très publique entre Francis Ngannou, vous savez, le combattant poids lourd ancien champion, et l'UFC, avait déjà mis en lumière les limites du contrôle de Zuffa, puisqu'il avait renoncé à sa ceinture de champion du monde poids lourd pour aller gagner bien plus dans la boxe.
Alors si White appliquait le même système à la boxe, c'est certain que les boxeurs s'y opposeraient. Or, ça reste à voir si les modifications proposées à la loi Mohamed Ali, dont on va parler, seront acceptées. Mais ces changements ont déjà suscité des réactions négatives dans la presse. Dana a aussi expliqué qu'il en avait marre de ces combats de boxe que vous regardez en étant excité et qui sont finalement décevants. Vous avez l'impression d'être tombé dans le panneau avec un super combat entre deux stars. Et donc, la réponse de Dana à ça, c'est que tout comme avec l'UFC, il veut que le fan de boxe lambda s'asseye devant un show Zuffa Boxing en ayant la garantie qu'avec la marque Zuffa, qui devient la star, plutôt que les gros noms individuels, vous aurez un spectacle. Mais, mes amis, préparez-vous à halluciner, parce qu'en réalité, tout cet aspect financier n'est pas le seul qui rend ce projet Zuffa Boxing si scandaleux. Il est aussi controversé sur des aspects qui dépassent tout ça, qui ont été mis en lumière par des fantômes du passé de Dana White, dont il aurait sûrement préféré ne plus jamais entendre parler. Une personne qui n'apprécie pas le projet Zuffa Boxing, parmi d'autres, c'est un vieil ennemi de Dana White, la légende de la boxe Oscar de la Hoya. Alors comme vous allez vous en rendre compte, il critique pas seulement la paye des boxeurs, mais fracasse l'ensemble du fonctionnement de cette promotion controversée, et c'est pas le seul. Alors, vous l'aurez compris, l'arrivée de Zuffa dans le monde de la boxe, grâce à cet accord notamment avec Paramount de 5 ans, et le soutien de l'Arabie Saoudite, ça a ravivé la rivalité entre De La Hoya et White, en sachant que Oscar avait déjà critiqué Dana publiquement plein de fois. Et l'ancien boxeur, Oscar De La Hoya, qui est devenu un promoteur lui aussi, a déclaré qu'il pensait que les efforts de TKO pour soutenir le nouveau projet de loi controversé sur la boxe, qui concerne la loi Mohamed Ali, étaient motivés par des intentions douteuses. Et je vais vous le citer tel quel, c'est parlant. Le fait qu'une nouvelle entité débarque dans le monde de la boxe et veuille déjà modifier une loi en vigueur depuis des décennies qui protège les boxeurs, ça me paraît louche. C'est le fond du problème, réfléchissez-y, c'est louche. Leur premier réflexe est de changer la loi, de modifier le règlement, la loi Mohamed Ali, qui protège les boxeurs. Je pense tout de suite à ce qu'ils ont fait avec l'UFC à l'époque. Le simple fait qu'ils essayent de modifier le projet de loi dès le départ, à mon avis, c'est pas clair. D'ailleurs, sachez que De La Hoya, mais aussi Eddie Hearn, dont on a parlé précédemment, ont souligné la transparence financière offerte par la loi Mohamed Ali. C'est un texte qui pourrait s'avérer complexe à appliquer pour Zuffa. Alors, cette loi, qu'est-ce que c'est ? Elle a été promulguée en 2000 et son grand intérêt à la loi Mohamed Ali, c'est de garantir aux boxeurs le droit de connaître le montant des revenus générés par l'événement auquel ils participent, notamment les droits télévisés et les recettes de billetterie. Et en étant au courant de ça, donc, les têtes d'affiche, les boxeurs, peuvent s'assurer d'une rémunération équitable de la part de leurs promoteurs, et surtout se prémunir contre l'exploitation et la sous-rémunération. Et à l'UFC, c'est pas rare que la majeure partie des revenus reviennent à l'organisation plutôt qu'aux combattants. Et ces derniers, les combattants, sont souvent pas au courant du montant des recettes générées par un show, parce que dans le MMA, il n'y a pas d'équivalent de la loi Mohamed Ali. Et ils sont souvent considérés comme sous-payés par rapport aux boxeurs. Le modèle économique de TKO dans le domaine de la boxe, il devrait être calqué sur celui de l'UFC. Et ça pourrait donc poser problème si les boxeurs sous contrat avec la société se rendent compte qu'ils perçoivent des revenus inférieurs à ceux du promoteur. Par exemple, la valeur financière du contrat de droit média de Zuffa avec Paramount n'a pas été révélée. De La Hoya a continué en disant que le projet de loi Mohamed Ali y garantissait une transparence totale et qu'en tant que promoteur, vous êtes tenu de divulguer l'intégralité des fonds. Les boxeurs appellent ça les fonds, vous êtes obligé de révéler la situation financière de votre événement, de celui des boxeurs. Si vous êtes à tête d'affiche, un champion, vous avez parfaitement le droit de consulter les comptes. Et avec cet amendement pour modifier la loi Mohamed Ali, Zuffa va tenter de supprimer cette obligation, ce qui est injuste. D'ailleurs, Oscar De La Hoya a rappelé l'histoire de, vous savez, Ben Askren, qui a combattu à l'UFC, qui devait subir une double greffe de poumon et qui n'a même pas pu se faire opérer pendant un moment, alors qu'il avait été un pilier de l'UFC pendant un certain temps, parce qu'il n'avait même pas l'argent nécessaire pour couvrir ses frais d'hospitalisation. Alors finalement, grâce à des amis, grâce à des donations, notamment de Dana White, il avait pu le faire. Mais c'est triste que ça se passe comme ça, selon Oscar De La Hoya. Il se dit que quelqu'un qui essaye de faire les choses correctement dans ce sport ne chercherait pas à supprimer une loi qui protège le boxeur, le produit. Le boxeur, c'est le produit. Oscar pense simplement que sans cette règle, sans cette clause,
le boxeur devient bien plus vulnérable. D'ailleurs, on peut quand même considérer que Oscar de la Hoya marque des points en disant tout ça, parce que c'est une situation très cocasse quand tu sais que Dana White a gagné des millions, voire même des milliards ces dernières années, alors que t'as des combattants à la retraite qui ont besoin de la charité pour payer leurs frais médicaux. En tout cas, le soutien apporté par TKO à la loi, donc Ali Revival Act, qui est la modification de la loi Ali, ça a suscité de vives critiques. Il y a des anciens combattants de l'UFC qui ont exprimé leurs inquiétudes par rapport à ça, et ont considéré que ça allait peut-être donner un monopole à TKO. Et tout ça s'est déroulé dans une réunion avec la commission athlétique de l'État de Californie. Et malgré l'opposition de personnalités à cette réforme, la commission a voté à l'unanimité en faveur de ce nouveau projet de loi. Et De La Hoya a donc dit « Je n'apprécie pas qu'ils essayent d'arnaquer les boxeurs, mais leur présence dans le monde de la boxe ne me dérange pas, parce que je les considère pas comme une véritable compétition. Je suis un promoteur sérieux qui vise à former et promouvoir des champions du monde dès le départ. Je vais repérer les espoirs et les faire progresser, comme j'ai fait pour Canelo, pour Ryan Garcia, et comme je le fais pour tous mes champions actuels. C'est un processus. Je vais pas les faire battre et s'éliminer d'emblée. Zuffa ressemble plus à une émission de télé-réalité et à un jeu télévisé. Je vois pas ça comme de la vraie boxe, une vraie compétition. Ce que j'ai vu entre Canelo et Crawford dans ce combat, c'est qu'ils ont essayé de mettre en place un système de prétendants. On se retrouve avec des espoirs prometteurs qui pourraient devenir champions du monde d'ici 3, 4, 5 ans, et ils se font éliminer, battre et on n'entend plus jamais parler d'eux. C'est pas juste pour le boxeur. Si c'est ce qu'ils considèrent comme une stratégie équitable, tant mieux pour eux. Qu'ils construisent la ligue qu'ils veulent, c'est leur choix. Ici, avec moi, Eddie Hearn et Frank Warren, les vrais professionnels de ce sport, la boxe est en sécurité. Ceux qui respectent l'histoire et l'honneur qui vont avec. Et donc pour conclure, Oscar De La Hoya a dit qu'il s'adressait aux boxeurs en disant que si vous êtes un gamin de l'Est de Los Angeles, un gamin de Brooklyn ou un gamin d'où vous voulez, même de Cincinnati, les quartiers où on découvre les champions, et que vous voulez devenir champion du monde, une star, une célébrité, gagner beaucoup d'argent, le rêve américain, ce sera pas à Zuffa Boxing, c'est tout simplement impossible. Sachez qu'après ces déclarations, Oscar De La Hoya a pu encore se frotter les mains puisque il y avait eu entre-temps une nouvelle concernant son grand ami Dana White, puisque Dana White et l'UFC ont entre-temps fait l'objet d'une enquête du FBI pour avoir prétendument truqué plus de 100 combats. Et selon Oscar De La Hoya, c'est extrêmement suspect, mais ça le surprend pas vraiment. Et De La Hoya a utilisé l'enquête sur les paris comme preuve supplémentaire selon laquelle White ne devrait pas être accepté par la communauté de la boxe. Oscar De La Hoya, je le cite, « J'essaye de vous dire depuis longtemps que ces types de TKO sont des ordures, et maintenant, ils essayent de modifier la loi Mohamed Ali pour embêter les boxeurs. Dégagez de notre sport, tout ce que vous touchez se transforme en véritable bouse. Et maintenant, vous avez le FBI qui vous colle au basque, bonne chance !» Alors là, vous vous posez peut-être la question, est-ce que c'est normal de voir une compagnie arriver dans un milieu et changer les lois en sa faveur, alors qu'elles étaient censées protéger les droits des combattants ? En tout cas, la commission athlétique de l'État de Californie avait été contrainte d'abord de reporter son vote en faveur de l'Ali Revival Act, donc la nouvelle loi Ali, suite à une réunion qui avait eu lieu le 8 septembre 2025, figurez-vous, et il y avait eu 12 orateurs publics quand même qui avaient critiqué cette loi, et le pouvoir de monopole que ça pourrait donner à Zuffa Boxing. Vous avez aussi l'association des commissions de boxe professionnelle, l'APBC, qui a rejeté avec véhémence ce projet de loi. Leur président, M. Albert Lowe, a déclaré, je le cite, « Il est clair que les membres ainsi que le conseil d'administration de l'APBC sont unis dans leur objection à cette loi abominable qui annulera littéralement tous les bienfaits que la loi originale de réforme de la boxe Mohamed Ali a apporté à la protection des boxeurs contre les managers et les promoteurs sans scrupules. La loi originale de 1996 sur la sécurité de la boxe et la loi ultérieure de 2000 sur la réforme de la boxe Mohamed Ali ont été spécifiquement rédigées pour empêcher des organisations comme le groupe TKO d'avoir un contrôle absolu afin de garantir que les boxeurs soient protégés des conflits d'intérêts, même que les derniers abonnements de TKO risquent de faire ressurgir. Alors pour votre info, la loi de base Mohamed Ali, elle interdisait à un promoteur d'exercer les fonctions de manager et imposer une transparence financière à tout le monde. Et ça garantissait l'intégrité ou au moins la transparence du secteur commercial de la boxe, et puis ça permettait aux boxeurs d'avoir toutes les informations à leur disponibilité pour prendre les meilleures décisions pour leur carrière. Alors le type là de la PBC continue en disant que cette soi-disant loi
est cependant une honte parce qu'elle ouvrira la porte à des organisations de boxe unifiées qui ne pensent qu'à leurs propres intérêts et qui opéreront en dehors du cadre réglementaire actuel, ce qui permettra à une seule société, en l'occurrence le groupe TKO, de réglementer et de promouvoir sous sa propre bannière. Autrement dit, ça permettra à TKO d'agir dans le monde de la boxe de la même manière qu'elle le fait déjà dans le MMA, c'est-à-dire contrôler les talents, contrôler les titres, les calendriers, les salaires. On doit tirer les leçons des erreurs passées et empêcher que cet acte honteux ne devienne une loi. Sinon, les boxeurs risquent de subir à l'avenir de l'exploitation, des contrats unilatéraux et un manque de transparence salariale. Autant de dangers inhérents au fait de laisser une seule entreprise dominer le marché. Pour aller encore plus loin, les gars, sachez que même dans la famille de Mohamed Ali, tout ça a suscité l'indignation puisque Nico Ali Walsh, qui est le petit-fils de Mohamed Ali, a déclaré: quiconque connaissait vraiment mon grand-père sait qu'il n'aurait jamais soutenu cette loi de renaissance. L'héritage ne se résume pas à un nom de famille, mais à des principes. Je partage les principes de mon grand-père. Si vous n'êtes pas un combattant, ne parlez pas en notre nom. Il est décevant que la commission soutienne cela. Or, ça intervient dans un contexte où Nick Khan, qui travaille à TKO, a confirmé que Loni, qui est la veuve de Mohamed Ali, soutient ce projet de loi, ce qui est quand même assez surprenant. D'ailleurs, sachez que l'Ali Act ne concerne que la boxe et pas le MMA. Et grâce à grande partie à cette loi, on estime que 67% des revenus d'un gala de boxe, présenté sur le sol américain en tout cas, reviennent aux athlètes. Alors, à titre de comparaison, pour que vous compreniez bien, un gala de l'UFC, le combattant, il touche que 15 ou 16% des recettes. En gros, il y a un système, la boxe, où les boxeurs gagnent bien plus, un bien plus grand pourcentage sur les revenus d'un show, alors que dans le système de l'UFC, c'est totalement l'inverse. C'est en grande partie l'UFC qui garde tout. D'ailleurs, sachez que le président du WBC, Mauricio Sulaimán, avait souhaité la bienvenue à Zuffa dans une longue lettre dans le monde de la boxe, mais quand on lit son message, on comprend vite qu'il n'est pas très fan d'eux. Il a dit: la boxe est un marché ouvert et compétitif qui permet aux boxeurs de choisir parmi les meilleures options disponibles, de sorte que la boxe a éradiqué l'exploitation et l'abus de pouvoir. Un boxeur est un être humain digne, pas une marchandise utilisée pour enrichir quelques personnes. Donc un Sulaimán, déjà pas fan du tout même de tout ce projet de réformer le monde de la boxe de A à Z. Alors, est-ce que Dana White pourrait se servir de ses contacts politiques pour faire modifier ou abolir l'acte Mohamed Ali? En tout cas, en tant que proche du président Donald Trump, c'est ce qu'il semble avoir fait. D'ailleurs, n'oublions pas que il a même fait un point où ils vont organiser un gala de l'UFC dans la roseraie de la Maison Blanche. Et un autre ennemi de Dana White qui s'est exprimé sur tout ça, c'est Paul Malignaggi. Vous savez, un ancien boxeur qui a critiqué Zuffa lui aussi, en disant que dans le MMA, donc c'est Dana White qui a instauré ce système de ligue où si vous signez le contrat, vous êtes bloqué là-bas, vous ne pouvez pas affronter des combattants extérieurs à cette promotion, et qu'à la base, le MMA n'était pas comme ça non plus. Malignaggi a rappelé qu'à l'origine, c'était un marché ouvert comme la boxe, ce qui signifie que vous aviez votre propre structure de promotion, mais que vous pouviez affronter des combattants d'autres structures. En gros, dans le système en mode UFC, tout ça n'est plus possible. Si tu restes dans une seule promotion et t'affrontes plus personne, interdit d'aller voir ailleurs, en gros. Sachez que Malignaggi a dit qu'il serait pas surpris si les combattants que Dana White a signés pour ses contrats n'aient aucune possibilité de figurer dans un autre classement que celui de Zuffa. Et comme si c'était pas suffisant, l'icône de la boxe, Roy Jones Jr., a lui aussi critiqué l'arrivée de Dana White dans ce sport. Il a dit que c'est très mauvais pour la boxe, parce qu'ils essayent de transformer la boxe en une sorte de MMA. C'est pas bon, la boxe a une histoire trop riche. La boxe existait avec ses ceintures bien avant l'arrivée de l'UFC et du MMA. Si vous supprimez ça de la boxe, vous détruisez une grande partie de son histoire. Et beaucoup de gens comme moi ne seront pas contents. Donc non, je n'aime pas ça. Je pense pas que l'arrivée de Dana White soit positive. S'il trouvait un moyen de collaborer avec les instances dirigeantes et de gérer tout le reste, alors là, ce serait un atout. Parce qu'il l'a déjà fait avec l'UFC. En tout cas, mes amis, quand on apprend tout ça, on se dit que, en l'espace de peu de temps, Zuffa Boxing s'est déjà fait énormément d'ennemis. Alors, est-ce que le monde de la boxe est en train de vivre une vraie révolution ? Ou est-ce que les aspects controversés du rêve fou de Dana White vont l'empêcher de réussir ? Ce qui semble certain, c'est qu'il va continuer à beaucoup faire parler, pour le meilleur et pour le pire. Et si vous avez envie de découvrir des scandales et des controverses autour de l'univers du combat et de ses plus grandes stars, cette playlist devrait beaucoup vous intéresser.
J'espère que vous avez passé un bon moment et je vous invite à rester sur Fight City Stories pour en voir d'autres. A tout de suite.